2025 aura été une année mouvementée. Liberation Day. DeepSeek. 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 The longest government shutdown. Ce n'étaient pas des événements isolés, c'était la mise en place d'un monde multipolaire où des changements structurels sont désormais en cours. 2026 ne s'annonce pas instable, elle s'annonce bouleversante. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. It's the most dangerous time in the history of our country. Mais la question n'est pas que va-t-il se passer, la vraie question est es-tu prêt? Cette vidéo s'appuie sur une analyse complète que j'ai réalisée pour mon groupe Discord le 31 décembre, afin de proposer un tour d'horizon clair et structuré des secteurs et des éléments les plus critiques à surveiller pour la suite. J'ai eu la chance de tomber malade juste après Noël, je m'excuse d'avance pour ma voix et j'espère que ça ne vous gênera pas. Bienvenue. Donc on va ensuite faire un gros morceau sur les États-Unis, qui sont le pilier des marchés financiers. Voilà, les États-Unis, c'est la monnaie la plus utilisée au monde, c'est le dollar. Et de loin d'ailleurs, on a les actions américaines qui sont également les plus grosses, les plus valorisées. Voilà, c'est la première puissance mondiale actuelle, c'est la première puissance économique si on regarde au niveau du PIB. Les États-Unis, c'est le centre du monde. Je vous ferai un jour un dossier sur comment ils en sont arrivés là, de comment ils sont passés de puissance régionale au début du siècle dernier à un monopole mondial, vraiment fin des années 90, c'était vraiment la période où ils étaient au sommet, où littéralement personne ne pouvait les tester, et pour ensuite actuellement perdre un peu de part. Voilà, on se dirige de toute façon dans un monde qui est multipolaire, mais les États-Unis restent tout de même toujours au sommet. Donc j'ai mis Donald Trump là car c'est le président, voilà, il est énormément exposé aux médias, il parle beaucoup, voilà, il a vraiment cette capacité à être en tête d'affiche tout le temps. Donc voilà, vous cherchez un sujet sur les États-Unis et vous verrez 3/4 des articles avec Trump dans le titre. Donc voilà, de toute façon aujourd'hui Donald Trump c'est devenu un acteur majeur de l'économie. Voilà, et Donald Trump, il utilise souvent les termes Big Beautiful Bill. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça veut dire une grande et belle loi. Voilà, il utilise ce terme pour diverses mesures fiscales depuis 2017. Mais le 4 juillet 2025, il a validé le projet de loi One Big Beautiful Bill Act, donc OBBBA. Donc voilà, quand j'en parlerai, je dirai juste Big Beautiful Bill, ce sera plus rapide, mais voilà, c'est OBBBA. Et donc cette loi, elle rassemble un très large ensemble de mesures fiscales, de mesures budgétaires, de mesures sociales. Voilà, c'est vraiment un très gros texte avec énormément de mesures. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en rapport à la fiscalité et aux impôts des entreprises et des ménages, voilà, qui a été largement révisé dans ces textes. Et ces révisions, c'est un catalyseur économique que très peu d'investisseurs regardent et qui, pourtant, peut être un signal positif pour les marchés en 2026, on va le voir. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'impôt sur le revenu, il est prélevé à la source via des retenues opérées par l'employeur, qui est déterminé à partir d'un formulaire rempli par le salarié, le W4. Voilà, le problème, c'est que, en fait, pratiquement personne ne le met à jour. Et donc, la majorité des salariés, en fait, paient trop d'impôts pendant l'année. Et donc, les contribuables ayant trop payé par rapport à l'impôt dû, en fait, ils sont remboursés par l'État. Et ce remboursement, il se fait généralement au premier trimestre de chaque année. Voilà, le ménage, il reçoit un chèque de l'État, c'est l'argent en fait qu'il a trop donné à l'État pour ses impôts. Et depuis 15 ans, les remboursements ils tournent autour de 2500 à 3000 dollars par foyer. Voilà. Vous avez peut-être déjà eu ça en France, un remboursement d'impôts, sauf qu'en France, c'est quelque chose, on va dire, de plus ou moins exceptionnel. Aux États-Unis, c'est très fréquent. Voilà. Et donc la moyenne, elle tourne, voilà, vous voyez, entre 3000 dollars et 2500 dollars. C'est un mécanisme aux États-Unis qui est structurel. En fait, les ménages ils prêtent de l'argent au gouvernement sans le vouloir. Donc, c'est pas caché, mais en fait, c'est le système qui est comme ça. Et ils le récupèrent ensuite en début d'année prochaine. Sauf que ce qui rend 2026 particulier avec la nouvelle loi fiscale, la loi Big Beautiful Bill, il y a plusieurs mesures en fait qui révolutionnent la fiscalité des ménages, comme je vous l'ai dit. Donc, on a par exemple une baisse massive des retenues sur salaire, on a un élargissement des déductions. On a également par exemple une suppression de l'impôt sur les pourboires et sur les heures sup, donc avec des quotas. Il me semble que les pourboires doivent être 25 000 dollars exonérés jusqu'en 2029. Les pourboires en plus qui sont vraiment culturels aux États-Unis.
Voilà. Et en fait, les entreprises, elles ont souvent pas encore mis les barèmes à jour. Et donc, il y a beaucoup de particuliers qui ont trop payé, encore plus qu'avant. Donc, tout ça cumulé, ça donne une estimation de remboursement moyen par foyer de 3750 $ en 2026. Voilà. Voilà, juste là, 3750 $. Et en fait, c'est la plus forte augmentation de remboursement qu'on ait connue. On a pratiquement 1000 $ de remboursement d'impôts supplémentaires par foyer par rapport à la norme. Et au niveau national, si on regarde le nombre de foyers américains, voilà, il évolue autour de 132 millions d'après les derniers chiffres. Et on aurait environ 63% des Américains qui paieraient des impôts fédéraux. 63% des 132 millions, ce qui donne environ 83 millions de foyers. Ces 83 millions de foyers, avec une augmentation du remboursement de 1000 $, voilà, ça représente 83 milliards de dollars. À ça, on rajoute 30 milliards de dollars de moins prélevés sur les salaires, dû au nouveau ajustement et calcul causé par la loi One Big Beautiful Bill. Et donc ça donne environ 110 milliards de liquidités en plus qui va être redonné aux particuliers. Donc voilà, on a eu ça grâce à un calcul qui est un peu fait sur le coin de la table, hein, mais ça donne une forte indication. Alors on ne pourra jamais vraiment avoir le chiffre exact, mais je veux dire, même en prenant très large, en fait on a facilement 80 milliards de liquidités en plus qui va arriver dans les foyers américains. Voilà, sur le site American Tax Reform, avec les données du JCT, voilà, ils ont même un chiffre qui est encore plus haut. Alors je sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais dans tous les cas, voilà, on parle d'une centaine de milliards de dollars. Alors maintenant, c'est pas cette hausse qui va faire exploser les marchés, hein, c'est pas là où je veux en venir. Voilà, 120 milliards de dollars, ça peut paraître énorme, ça peut paraître vraiment important, mais en fait, au niveau des marchés financiers, c'est très peu. Le S&P 500, par exemple, c'est environ 65 000 milliards de dollars. Voilà, c'est énorme, hein, donc c'est pas cette petite centaine de milliards qui, d'ailleurs, même s'il était tout investi d'un coup, ça ferait pas exploser les cours. Enfin, si ça le ferait peut-être si tout était mis en une seconde, mais enfin voilà. Mais ce que je veux dire, si en un trimestre les 110 milliards sont investis, ça va absolument pas faire bouger les cours. Donc voilà, c'est pas là que ça change, c'est pas là qu'est le positif, en fait, c'est juste que ces 120 milliards de dollars, par contre, ça va faire partie d'un effet composite qui est très intéressant. Il faut savoir que l'économie américaine, voilà, 70% du PIB, en fait, il vient de la consommation des ménages, hein. Donc, quand les ménages ils reçoivent un chèque, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'ils respirent financièrement. Donc, ils remboursent une partie de leur crédit, hein. Les Américains, ils utilisent énormément les cartes de crédit. Les cartes de crédit aux États-Unis, c'est pas comme les cartes de crédit en France, hein. Les cartes de crédit, c'est vraiment, ils s'endettent en fait. À chaque fois qu'ils payent avec leur carte, en fait, c'est comme si ça leur faisait un prêt avec des taux en plus aberrants. Voilà, nous, ce qu'on a en France, en fait, c'est des cartes de débit. Enfin voilà, les Américains ils utilisent énormément ces cartes pour encore plus consommer. Et, bon, d'ailleurs, les crédits sont à des niveaux records, hein. Et donc, ils vont pouvoir rembourser une partie de ça et donc encore pouvoir emprunter plus. Et au final, en fait, c'est une augmentation générale de la consommation qui est attendue. Voilà, d'ailleurs, d'après une analyse de JP Morgan, voilà, le PIB il pourrait être stimulé jusqu'à plus 0,8% au premier trimestre, justement à cause de ces remboursements d'impôts un peu historiques. Toujours en lien avec Donald Trump aussi, c'est en 2026, on a l'élection du 120e congrès des États-Unis. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la loi Big Beautiful Bill, c'est un projet de loi qui a été adopté par le 119e congrès. Là, en 2026, ça va changer, ça va être le 120e congrès qui va être élu, qui va être voté. Voilà, c'est les midterms, c'est les élections de mi-mandat. Alors aux États-Unis, en fait, le président et le vice-président, eux, ils sont élus pour 4 ans. Sauf que le pouvoir législatif, il se compose du Sénat, qui eux ont un mandat de 6 ans, et de la Chambre des représentants avec un mandat de 2 ans. Donc Chambre des représentants plus Sénat, c'est le Congrès américain. Et donc aux élections de mi-mandat, tous les membres de la Chambre des représentants sont réélus, hein, vu que c'est des mandats de 2 ans, et un tiers du Sénat sont réélus car les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Voilà, ça tourne et ça fait un nouveau Congrès en fait tous les 2 ans. Et ces élections, elles sont importantes, car en fait, vous le savez, aux États-Unis, bon, il y a majoritairement 2 partis, on a les démocrates et les républicains. Et l'enjeu, en fait, c'est que si le président est républicain, mais que la majorité au Congrès est démocrate, ça crée un blocage politique. Voilà, si on a un président républicain qui voulait faire passer des baisses d'impôts ou un plan budgétaire qui est pro-croissance, par exemple, il peut se retrouver bloqué si le Congrès, qui est contrôlé par les démocrates, refuse de voter les lois nécessaires. Voilà, c'est un peu comme en France en 2022. Lorsqu'on a eu Emmanuel Macron qui a été réélu président mais qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, le résultat c'est que ça a donné des réformes qui sont devenues beaucoup plus difficiles à faire passer avec des blocages politiques et un recours fréquent au fameux 49.3. Donc voilà, c'est vraiment pas la chose que le président et le parti au pouvoir souhaitent. Donc cette élection, elle aura lieu le mardi suivant le premier lundi de novembre, hein. D'ailleurs ce jour-là, plus de la moitié des États profitent aussi de ce jour
pour élire leur gouverneur. Voilà, c'est vraiment un jour important en fait aux États-Unis. Et donc tout l'enjeu pour le président au pouvoir, c'est de garder la majorité. Et Trump, il l'a pour le moment. Avec le 119e congrès, il a la majorité. Et donc son but, c'est de ne pas le perdre au 120e, vous comprenez. Voilà, sauf que les statistiques, en fait, elles montrent que le taux de participation, il est généralement faible pendant les midterms, et que les midterms, en plus, sont rarement en faveur du parti au pouvoir. Voilà, je vous ai mis ce tableau où on voit le résultat des midterms pour le parti au pouvoir. On voit qu'en 2018, ils ont perdu 38 représentants. Voilà, Barack Obama, il en avait perdu 64. Enfin, voilà, c'est très rarement positif, c'est souvent des pertes. D'après Ipsos France, voilà, ils ont indiqué en 2018 que depuis 1860 et la mise en place donc, du duopole partisan entre démocrates et républicains, on a eu 37 des 41 midterms qui sont soldés par un recul du parti du président à la Chambre des représentants. Voilà, donc à la fois parce que les partisans du président, en fait, ils sont en général moins mobilisés, vu que le président est déjà élu, et parce que aussi, c'est surtout les électeurs, en fait, qui sont mécontents, qui se rendent aux urnes lors des midterms. Et en parlant de mécontentement, d'ailleurs, on a la popularité de Trump qui est en baisse, et son objectif pour pouvoir piloter le pays au mieux, ça va être de remonter cette cote et de garder la majorité du Congrès chez les républicains. Donc, par exemple, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi pour ça qu'il y a peu de chances que les États-Unis interviennent directement sur le territoire vénézuélien, sachant que les Américains, ils soutiennent pas ça, et ça affecterait encore plus la cote de Trump, et affecter la cote de Trump encore plus à la baisse dans une année de midterm, qui est une année importante, c'est vraiment pas ce que souhaite le gouvernement. Ensuite, un point important aussi pour la popularité de Trump et donc du parti au pouvoir, c'est la santé économique et que les marchés financiers soient hauts. Parce que les marchés financiers, ils ont vraiment une importance cruciale aux États-Unis. Il y aurait environ 60 à 65% des Américains qui détiendraient des actions. Donc, directement ou via des fonds comme avec le 401k, par exemple, qui est la retraite par capitalisation. Il faut savoir qu'en France, c'est 25% de la population qui détient des actions. Et d'ailleurs, les actionnaires, ils sont même traités de parasites à l'Assemblée nationale, qu'on se rende compte du gap énorme entre la France et les États-Unis. Mais en tout cas, des marchés financiers hauts, c'est des ménages plus confiants, c'est plus de dépenses, c'est plus de crédit, plus de croissance. Aux États-Unis, c'est vraiment un pilier, c'est un élément central dans la popularité d'un président. Et donc celle de Trump, qui est déjà en baisse, si les marchés crachent, en fait, ce sera encore pire. Et donc c'est pour ça que c'est une des raisons, par exemple, pour laquelle il faisait pression plus ou moins directement sur la Fed et sur Jérôme Powell pour baisser les taux plus agressivement. Parce que s'il y a une baisse des taux, les marchés financiers vont mieux tenir face à des périodes, par exemple, où il y avait des hausses de tarifs, des droits de douane, qui avaient déjà mis un coup au marché américain. Et donc, ils voulaient des baisses pour que ça soutienne justement la bourse. Donc les taux d'intérêt ont été baissés pour la dernière fois le 10 décembre. Donc c'est la troisième baisse consécutive depuis septembre. Actuellement, on est dans la fourchette 3,75 à 3,50%. Alors, ces baisses, elles ont été motivées majoritairement par la dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis. Donc d'ailleurs, il est intéressant de noter que la Fed ne qualifie plus le chômage de bas depuis décembre. La Fed n'utilise plus le mot bas pour décrire le chômage. Donc il est à 4,6, on voit qu'on a vraiment une hausse depuis juillet 2022. Donc c'est ce qui a motivé particulièrement la baisse des taux, parce que pour rappel, la Banque centrale américaine, donc la Federal Reserve, elle a un double mandat, donc contrairement à la BCE qui en a qu'un seul. La Fed, son double mandat, c'est maintenir le plein emploi et la stabilité des prix. La BCE, par exemple en Europe, elle s'occupe pas du marché de l'emploi en fait, elle doit juste maintenir la stabilité des prix. Donc la Fed, elle doit contrôler l'inflation et le marché du travail. Marché du travail qui a donc été jugé plus inquiétant cette fin d'année et qui a été priorisé par la Fed, car jusqu'au chiffre d'octobre, l'inflation et le chômage, ils montaient en même temps. Donc, monter les taux pour contrer l'inflation aurait aggravé le chômage, et baisser les taux aurait soutenu le marché du travail, mais possiblement aggravé l'inflation. Donc, au final, la Fed, elle a priorisé le chômage, ils ont eu raison, surtout que au final, l'inflation, elle s'est reprise, mais on y reviendra plus tard là-dessus. Pour 2026, lors de la réunion du FOMC en décembre, la Fed tablait sur une seule baisse des taux pour l'année à venir. Puis ensuite une autre en 2027. Voilà ce qui fait 2 baisses de taux en 2 ans. Donc c'est quand même peu. J'y crois absolument pas. Pour moi, on aura au moins 2 baisses des taux l'année prochaine, mais on reviendra là-dessus. Bien la Fed qui, en mai 2026, verra son président changer. Jérôme Powell quitte son poste de président de la Federal Reserve. Il arrive à la fin de son mandat et son successeur sera nommé par Donald Trump justement. Donc Donald Trump, on le sait, a été très critique publiquement envers Jérôme Powell. Il l'a qualifié d'incompétent notoire. Il n'a pas caché son agacement face à sa gestion de la politique monétaire. D'ailleurs, Fed, qui est censé de base être un organe indépendant, ces décisions, elles ne sont pas sujettes en fait à l'autorisation du président.
Sauf que c'est le président des États-Unis, donc Trump, hein, qui nomme les membres du conseil des gouverneurs et aussi le président de la Fed. Et donc Powell va quitter son poste, il va falloir en réélire un nouveau. C'est pour ça qu'en fait il y a de grandes chances que le prochain président de la Fed qui sera choisi par Donald Trump soit un profil beaucoup moins hawkish, c'est-à-dire un profil en fait qui priorise la croissance plutôt que l'inflation, quoi. Ou en tout cas qui soit moins que Powell. Donc c'est pour ça que Kevin Hassett c'est un bon candidat pour ça. C'est ce que le marché d'ailleurs attend le plus, hein. On voit que sur Polymarket, Kevin Hassett qui est en bleu clair a le plus haut taux de chance, hein. On a ensuite Kevin Warsh derrière et Christopher Waller, mais bon, voilà. D'après moi, ce sera aussi Kevin Hassett, qui est largement le profil le moins hawkish. En tout cas, ce genre de profil, il serait bon pour les marchés également, hein, parce qu'un candidat moins hawkish, qui est pro-croissance, si l'économie se stabilise, je dis bien si, hein, ça voudra sûrement dire au moins 2 baisses de taux, voire 3, ce qui pourrait vraiment pousser les marchés actions et crypto vers des plus hauts. Je voulais aussi vous parler des obligations, hein, car depuis tout à l'heure, je vous parle que Trump veut baisser les taux d'intérêt pour la croissance, il veut que les marchés soient hauts pour les mid-term, etc. Oui, mais c'est pas tout. Il veut également les taux bas pour que les taux longs, hein, pour que le taux des obligations long terme d'État diminue. Voilà, on sait que la dette des États-Unis, elle est écrasante, hein. On parle d'environ 38 000 milliards de dollars de dette. Donc ça donne environ 125% d'endettement par rapport au PIB. Voilà, pour l'anecdote, la France, c'est environ 110%. Donc voilà, c'est vraiment une dette qui devient écrasante, hein. D'ailleurs, un risque de défaut des États-Unis est de plus en plus évoqué et les conséquences, elles seraient vraiment gigantesques, hein. Voilà, c'est d'ailleurs un bon argument pour Bitcoin que les maximalistes utilisent souvent. Enfin, dans tous les cas, le poids de la dette, il arrive vraiment à un point critique. Emprunter cher, c'est un problème, hein, car les intérêts grossissent de plus en plus. Voilà, faut savoir qu'en 2025, les États-Unis, ils doivent rembourser environ 1000 milliards de dollars par an, rien que d'intérêts en fait. Voilà, et ça va pas aller en s'arrangeant. Et voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est via les obligations d'État que les pays comme les États-Unis se financent. Alors, ils se financent via les T-bills, par exemple, les T-bills qui sont les obligations gouvernementales à court terme de moins d'1 an. Donc là, voilà, vous avez le graphique des T-bills à 1 an. Donc en fait, c'est des emprunts, hein. Quand on achète une obligation, on prête de l'argent aux États-Unis. On a aussi les T-notes qui sont le moyen terme, qui vont de 2 à 10 ans. Donc voilà, là, c'est le graphique des 10 ans. Et les T-bonds qui sont le long terme, donc de 20 à 30 ans. Voilà, là, c'est le 30 ans. Et donc, le plus important, entre guillemets, hein, car les autres le sont aussi, mais c'est le taux des obligations long terme. Parce que emprunter à long terme cher, c'est payer pendant très longtemps des intérêts chers. Emprunter sur 1 an à 10%, ok, c'est cher, mais voilà, c'est ok, ça va, c'est juste 1 an. Mais par contre, emprunter sur 20 ans à 10%, là, c'est tout de suite plus dangereux. Voilà, parce que pendant 20 ans, en fait, on est condamné à payer 10%, même si les taux baissent par la suite. Voilà, par exemple, voilà, là, c'est les intérêts des obligations à 30 ans. Et on voit qu'en 2000 qui est juste là, voilà, en 2000, les taux d'intérêt étaient autour de 6,6. Les obligations qui ont été achetées ici, il faut les rembourser encore, parce que c'est 30 ans l'échéance. Donc ça va arriver à échéance dans 5 ans. Et donc en fait, on est encore en train de payer en 2025 des intérêts à 6,6%, alors que depuis, voilà, ça a quand même sacrément chuté. Donc là, on est remonté, mais on est toujours plus bas. Et donc voilà, pendant 30 ans, en fait, les États-Unis payent chaque année 6,6% d'intérêt. Et donc, pour faire une politique de croissance, hein, c'est certains impôts ou changements fiscaux avantageux comme avec la réforme One Big Beautiful Bill, il faut pouvoir emprunter. Voilà, par exemple, cette loi, hein, la Big Beautiful Bill, elle rajoute environ 3400 milliards de dollars à la dette. Voilà, c'est presque 9% de dette en plus, c'est gigantesque. Et pour ça, il faut emprunter et le moins cher possible, hein. C'est pour ça que Donald Trump il veut une baisse des taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt des obligations, ils sont bien sûr corrélés au taux d'intérêt de banque centrale. Voilà. Alors aujourd'hui, on a 4,8%. Rien que descendre sous les 4%, en fait, ce serait une énorme différence et ce serait des centaines de milliards d'intérêts à payer en moins à l'avenir. Donc bien sûr, tout dépendra aussi des chiffres économiques, hein, car même avec une Fed moins hawkish, ils baisseront pas les taux si les chiffres ne vont pas dans le sens. Voilà, vous comprenez? Donc je vais pas reparler de tous les chiffres économiques qui sont sortis en décembre. Voilà, en décembre, on a eu beaucoup de chiffres intéressants qui sont sortis, hein, les chiffres du mois de novembre. Je suis revenu dessus en détail dans le RMF, dans le dernier. Mais en fait, grosso modo, on a une inflation qui est meilleure que prévu, hein. Voilà, l'inflation, elle est sortie à 2,7 alors qu'on était à 3,1. Donc on s'attendait à 3,1. Donc on a vraiment eu une nette amélioration. Mais bon, les chiffres, les calculs pour arriver à un tel résultat, en fait, ils sont assez flous, ils sont plus flous que d'habitude en tout cas, dû au shutdown, et donc ils sont potentiellement faussés. C'est pour ça qu'il y a énormément de doutes, que le marché n'a pas vraiment réagi à ces chiffres. Et donc les chiffres du mois de décembre qui sortiront en janvier nous aideront à voir plus clair. C'est pour ça que je les attends particulièrement, voir si on a
on a vraiment un changement de trajectoire sur l'inflation et qu'on passe baissier, ou si en fait c'était vraiment dû à des, à des calculs un peu faussés. Voilà, et de l'autre côté, on a le chômage qui, lui, en fait, continue d'augmenter, hein. Il est sorti en novembre encore plus haut que prévu, alors qu'il était déjà attendu en hausse initialement. Mais cette amélioration de l'inflation et cette montée du chômage, ça peut être le signe aussi d'une récession à venir. Voilà, donc ça fait des années que tout le monde crie la récession, hein, que beaucoup crient que la hausse des marchés ne va pas encore durer longtemps. Voilà, en tout cas, tous ceux qui ont parié contre les marchés pour le moment sont toujours perdants. Voilà, d'ailleurs, c'est pas mon style non plus, hein. Je suis de nature plus optimiste, mais c'est quand même des chiffres à prendre en compte. euh, et un historique aussi. Voilà, on voit que en fait, une hausse du chômage comme ça a toujours été signe de récession. Voilà, quand on a vraiment cette cuve et un chômage qui repart, donc voilà, on l'a eu en 2000, voilà, 2007, hein, juste avant la récession, on l'a eu en 2000 aussi exactement, voilà, en 88, ouais, à chaque fois qu'on a ce retournement comme ça, là, on a une récession au bout, à chaque fois. Voilà. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà, on a eu ce retournement, cette cuve qui a été créée, on a eu une stagnation du chômage et ensuite une réaccélération. Une baisse des taux d'intérêt après une hausse comme ça, c'est également un signe de récession, hein. Donc voilà, on voit qu'on l'a eu également en 2007, hein, quand on a eu cette hausse puis ce plat, comme on a eu juste ici, et ensuite on a baissé les taux et on est entré en récession. 2000 c'est pareil, voilà, 90 c'est exactement pareil, à chaque fois, enfin, il y a très souvent le même schéma. Donc c'est pas la baisse des taux qui provoque en elle-même la récession, hein, mais c'est la hausse précédente qui arrive en retard dans l'économie. Voilà, par exemple, ce qui peut causer une récession, c'est des taux qui ont été montés trop haut, voilà, trop haut que nécessaire, ou baisser trop tard, voilà, on les a maintenus trop longtemps, et donc en baisse, en fait, on a un ralentissement de l'économie, ça a provoqué un ralentissement, et ralentissement qui ne s'arrange pas malgré la baisse des taux d'intérêt. Voilà, ça provoque une récession, ça c'est ce qu'on appelle le hard landing, donc l'atterrissage brutal. Ce que cherche à faire la Fed, c'est le soft landing, donc c'est un atterrissage en douceur, en fait, c'est maîtriser le ralentissement économique sans partir en récession. Voilà, sauf que la grande majorité du temps, c'est le hard landing qui se passe, voilà, l'un des seuls soft landing réussis, c'était en 94-95, voilà, on le voit juste ici. On a eu cette hausse des taux d'intérêt, puis on les a réduits tranquillement, progressivement. En fait, on n'a pas eu de récession, et c'est ensuite, 5 ans plus tard, quand on a eu une nouvelle hausse des taux d'intérêt, puis une baisse, qu'on a eu la récession. Mais en fait, la majorité du temps, voilà, même là, hein, on a eu cette baisse, ça arrivait bien en retard, un peu, ça pourrait se passer exactement pareil ici, et ensuite on a eu la récession. Là, on l'a pas eu, voilà. 84, c'était aussi à peu près réussi. D'ailleurs, un dernier point qui crée récession aussi, mais qui est largement connu, c'est le spread 10 ans contre 2 ans. Donc c'est la différence d'intérêt entre les obligations long terme à 10 ans contre les obligations court terme à 2 ans. En fait, historiquement, les obligations long terme, elles rapportent plus d'intérêt que les court terme, hein. Hop, voilà, regardez. À 30 ans, elles rapportent 4,8%. À 10 ans, c'est 4,1%. Et à 1 an, c'est 3,4%. Pourquoi? C'est logique, en fait, c'est parce que plus on prête loin dans le temps, plus le risque de défaut de l'émetteur de l'obligation, il augmente, hein. Prêter à 1 an est toujours un peu risqué, mais par exemple pour les États-Unis, il y a quand même de grandes chances qu'au bout des 1 an, ils nous remboursent. Mais par contre, se prêter à 30 ans, là, ça devient tout de suite plus risqué. Voilà, il peut se passer plus de choses, plus d'éléments imprévus qu'en 1 an. Et donc, si prêter de l'argent est plus risqué, alors vous devez payer plus d'intérêt pour pouvoir emprunter. Sinon, on ne vous prête pas, bien sûr. Sauf que parfois, le spread 10 ans, 2 ans, il passe en négatif. Voilà, donc là, on a le zéro. En règle générale, on est en territoire positif, hein. Les longs termes rapportent plus, mais parfois, on passe dessous, et à ce moment-là, quand on passe sous le zéro, en fait, on a les courts termes qui rapportent plus que les longs termes. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, emprunter à court terme est plus cher. Ça traduit simplement que le présent comporte plus de risques, et ça a toujours été un signe de récession. Voilà, par exemple, de juillet 2022 à novembre 2024, on a été en territoire négatif. À partir du moment où on passe en négatif, lorsque le court terme rémunère plus que le long terme, en règle générale, en moyenne, on a une récession au bout d'1 an et demi. Voilà, là, on est passé en négatif, on a une récession. Là, on est passé en négatif, on a une récession, mais c'est la récession du Covid, donc on va pas forcément le prendre en exemple, c'est encore un cas à part. Voilà, là, on plonge en négatif, on a une récession ici. On passe en négatif, on a une récession ici. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, hein, mais c'est carré rouge, c'est les récessions, hein, c'est simplement un indicateur qui me dit les dates exactes. Mais voilà, en fait, à chaque fois qu'on passe en négatif, on a une récession au bout. Donc voilà, quand on passe bien en négatif, hein, là, on pourrait dire qu'on on est allé à peine en négatif et on est reparti direct, on n'a pas une récession tout de suite après. Voilà, là, on pourrait dire pareil, hein, la récession a été causée par le Covid, enfin bref, mais là, en tout cas, on y a été bien correctement, bien longtemps. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi profond dans le négatif.
Et dans notre cas actuel, en fait, ça fait maintenant 1200 jours qu'on a eu cette première touche, ce premier passage en négatif, ça fait 1200 jours. Donc, la question c'est, est-ce qu'on a échappé à la récession, hein, vu que ça fait bien plus longtemps que la moyenne, ou est-ce que justement, elle a de plus en plus de chances d'arriver? Ouais, vous comprenez? Donc, à chacun son avis. Les statistiques, elles n'ont pas toujours raison, il y a toujours des exceptions. D'ailleurs, les prochains chiffres, les prochains chiffres économiques, en fait, ils nous indiqueront mieux dans quelle direction nous allons, hein. Pour le moment, le PIB il reste bon. Voilà, pour rappel, la règle simple, c'est que deux chiffres du PIB baissier de suite, c'est une récession. Donc voilà, pareil, c'est un élément qui est énormément surveillé et que je regarde aussi. Ensuite, l'intelligence artificielle, hein, le secteur qui a tiré en grande partie les marchés depuis bientôt 3 ans. Je ne pouvais pas faire un récap de la situation actuelle et les attentes pour 2026 sans passer sur ce thème, sur ce secteur. Donc, les entreprises IA, elles sont au sommet, hein, via des performances en bourse exceptionnelles et des investissements massifs. Voilà, les performances, bien que calmées depuis quelques semaines, elles sont toujours très bonnes. Les résultats financiers également. On se rappelle de l'attente des chiffres de Nvidia, où tout le monde s'était arrêté un peu de respirer en attendant les résultats de l'entreprise. L'entreprise la plus valorisée au monde, hein. On voulait savoir si 5000 milliards de valo c'était justifié. D'ailleurs, après avoir fait les 5000 milliards, on avait retracé en attendant les résultats. Et au final, les résultats, ils ont été très bons. Donc c'est pour ça que malgré que la plupart des entreprises IA ne soient plus aux ATH, on a quand même eu des cours qui sont bien tenus, justement bien tenus grâce à des résultats quand même assez conséquents, assez énormes. Donc on va pas faire une analyse approfondie du secteur IA ici, hein, de est-ce qu'on est dans une bulle ou non, est-ce que c'est justifié, est-ce que les investissements entre les géants de l'IA sont sains ou est-ce un gonflement artificiel. Voilà, ce serait vraiment trop long. En fait, le but ici, c'est de voir un plan large de plusieurs éléments. Donc maintenant, pour résumer, comme dans chaque cycle avec narrative, on a de la hype, on a des excès. Voilà, il y en a toujours, hein, ça gonfle, ça dégonfle, suivant énormément de choses. Je parle plus en détail de ce phénomène dans ma vidéo sur la nature des marchés financiers, hein, mais je vous invite vraiment à aller la voir. Mais en clair, en fait, oui, les entreprises IA, elles sont très grandes en bourse. Oui, il y a énormément d'attentes. Mais maintenant, rien ne nous dit que pour le moment, en fait, la hausse, elle est finie, que les attentes et les capitaux investis ne sont pas justifiés, vous comprenez? Donc voilà, pour l'instant, en fait, la narrative, elle a toujours pas changé, hein. D'ailleurs, la grande gagnante de ces dernières semaines, c'est Google, hein, j'en ai déjà parlé plus en détail dans un RMF, mais qui, grâce à ses avancées en IA et ses TPU, en fait, a très bien performé en bourse, hein, ça a tapé les 328 $. Voilà, sa hausse, elle a en grande partie expliquée en fait par un déplacement de capitaux de Nvidia vers Google, hein. Elle a pris un peu de valo de Nvidia, voilà, parce qu'en fait, le reste n'a pas monté, hein. On voit que simplement Nvidia a retracé, Google a récupéré. Pourquoi? Parce qu'avec les TPU, il arrive à peu près sur le même secteur. Je vous invite vraiment à voir le RMF, il est intéressant. Mais voilà. Et sinon, on a Oracle. Oracle qui est la grosse entreprise IA qui a le plus dégusté récemment. Elle est à moins 40% de son top. Voilà, on a aussi des rumeurs d'introduction en bourse pour OpenAI, hein, qui pourrait intervenir d'ici l'année prochaine ou 2027. Voilà, c'est des rumeurs pour le moment. Voilà, en tout cas, les cours tiennent relativement bien. Et un point important, c'est aussi les CAPEX. Donc, les CAPEX, c'est les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement importantes à regarder, c'est les dépenses des hyperscalers. Les hyperscalers, c'est les entreprises qui déploient et qui exploitent des infrastructures d'informatique massives, à très grande échelle, principalement pour le cloud ou pour l'IA. Donc, les hyperscalers, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Google, c'est Oracle, Meta, c'est toutes ces grosses entreprises. Et donc les dépenses d'investissement de ces entreprises, c'était 280 milliards de dollars en 2024, 400 milliards de dollars en 2025, et les estimations tapent cette fois sur 520 milliards de dollars pour 2026, soit une hausse de 30%. Voilà, certains parlent même de 600 milliards de dollars. Voilà, dans tous les cas, les investissements ils continuent, les investissements seront au moins aussi gros qu'en 2025, pour prendre très large. Voilà, d'ailleurs, lors d'un dîner à la Maison Blanche début septembre, Donald Trump a invité des dizaines de patrons des entreprises tech américaines, hein, pour des discussions axées sur l'exploitation de l'intelligence artificielle, afin de propulser les États-Unis en leader IA encore longtemps. Donc ils ont tous détaillé les investissements consentis aux États-Unis dans les années à venir, hein. Donc on a notamment Mark Zuckerberg qui a parlé d'un montant d'au moins 600 milliards de dollars d'ici 2028, c'est monstrueux, hein. On a Tim Cook, le PDG d'Apple, pareil. Donc c'est toutes des bonnes nouvelles pour le secteur. Aussi, ce qu'il y a de concret et qui est aussi une bonne nouvelle pour le secteur IA, c'est le résultat. Comme on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est que les entreprises IA, elles continuent de faire du profit. C'est pas
Voilà, c'est pas comme lors de la précédente bulle en 2000, hein, lorsque en fait n'importe quelle entreprise exposée à Internet voyait ses cours exploser, même si elle faisait pas de bénéfices. Aujourd'hui, oui, les entreprises explosent, mais elles sont des machines à cash pour la plupart, hein. Là, faut bien rappeler aussi que par exemple le ratio PE, donc le ratio cours-bénéfice du Nasdaq en 2000, il a atteint 70. Voilà, aujourd'hui, on est 2 fois moins élevé, hein, c'est pas du tout la même situation. Voilà, de plus, les investissements massifs, ils continuent. Les géants, ils restent confiants. Donc voilà, est-ce qu'il y aura une baisse sur les valeurs IA en 2026? C'est possible en soi, oui. Suivant les événements économiques ou même géopolitiques, hein, par exemple comme les tensions en mer de Chine, voilà, qui si elles s'enveniment, en fait ça pourrait vraiment, en fait pourrait affecter TSMC et donc tout le secteur, hein, mais voilà, mis à part en fait ces risques systémiques, l'IA pour le moment, avec les chiffres qu'on a, c'est pas alarmant. On va aller du côté de la géopolitique et des conflits. Donc j'ai listé les principaux, hein, en tout cas ceux ayant le plus d'impact au niveau mondial. Mon but, voilà, c'est absolument pas de lister les guerres par importante ou non, hein. Une guerre, c'est tragique. Il y en a de nombreuses autres d'ailleurs à travers le monde, hein, mais qui, en tout cas, ont moins d'impact au niveau mondial et au niveau des marchés financiers. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je n'en parlerai pas ici. Donc on va commencer avec Ukraine-Russie. Donc c'est un conflit qui a démarré en février 2022, donc il y a bientôt 4 ans. Voilà, c'est un conflit de haute intensité, hein. On parle d'un affrontement entre deux pays. Alors on va pas revenir sur tout le déroulé de la guerre, mais voilà, c'est un conflit qui a énormément changé le monde, hein, que ce soit au niveau économique, avec la hausse du prix d'énergie par exemple, hein, que le conflit a causé, hein, que ce soit au niveau du pétrole ou du gaz. Voilà, on voit que le pétrole il avait explosé, hein. Le pétrole, en quelques jours, on avait pris pratiquement 25% à partir du début de la guerre en Ukraine. Donc ce qui avait conduit à une inflation plus élevée, hein, plus élevée qu'elle l'était déjà. Voilà, parce que l'inflation elle était déjà haute à ce moment-là, en 2022, due à l'assouplissement monétaire pendant la période du Covid, voilà, dont les répercussions arrivaient. Voilà, c'est un conflit aussi qui aura démocratisé l'usage des drones civils, hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ces photos où on voit les champs en fait, qui sont remplis de fibres optiques, parce que voilà, les drones ils marchent avec la fibre optique pour pas se faire brouiller, etc. Et voilà, ça a vraiment marqué le monde, marqué l'histoire, hein. Alors aujourd'hui, la Russie elle a pris le contrôle voilà, de l'est du pays, hein, donc les régions de Louhansk, Donetsk, voilà, la Crimée aussi, hein. Donc, alors les combats ils continuent, hein, on a toujours des affrontements très violents, on a quand même la ligne de front qui bouge. Mais voilà, grosso modo, voilà, la Russie, voilà, elle a quand même ce côté-là, là, où on a vraiment l'est du pays avec la Crimée qui est aux Russes pour le moment. Il y a pas de cessez-le-feu qui est en place, mais on a des négociations qui sont notamment motivées par Donald Trump, hein, qui, on se rappelle, dans ses promesses de campagne, avait parlé justement d'arrêter la guerre en Ukraine. Donc il a déclaré qu'ils y sont presque, hein, ils sont presque à trouver un terrain d'entente et qu'il reste seulement quelques points à éclaircir. Bon, c'est les déclarations de Trump, donc c'est à prendre avec de grosses pincettes. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des dialogues qui sont en cours. Ça risque tout de même de s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, lundi, on a encore eu une attaque de drone, hein, qui a ciblé une résidence de Vladimir Poutine, qui, selon les Russes, donc viendrait des Ukrainiens. Voilà, une attaque qui a encore accentué les tensions. Enfin, notre but, en tant qu'investisseur trader, c'est pas de savoir si, en 2026, on aura oui ou non la fin de la guerre. Nous, ce qu'on veut plutôt comprendre, c'est dans quel sens ça évolue et à quel point ça va impacter les marchés financiers. Donc, pour le moment, moi, je dirais que ça évolue relativement dans le bon sens. Alors, car on a au moins des négociations, hein, malgré des combats qui continuent. Alors, en tout cas, pour les marchés financiers, donc ça évolue dans le bon sens. Je qualifierais plutôt comme neutre, hein. Je qualifierais cet impact ni de positif ni de négatif, voilà. Donc si on a une résolution, on aura quand même une baisse de la pression sur les énergies au long terme, je parle, hein, que ce soit sur le pétrole et le gaz. Voilà, à court terme, les marchés, ils ont pricé le conflit, bien évidemment, donc mis à part une réelle dégradation ou une solution, en fait, le conflit Russie-Ukraine, il a peu d'impact direct sur la bourse. Alors ça a des impacts sur les entreprises de défense européennes, par exemple, où on voit que, les commandes d'armement, elles ont explosé, les budgets aussi, et donc les cours ont suivi. Mais voilà, ça, on parle plus d'impacts qui sont plus indirects. Voilà, en tout cas, le conflit a beaucoup moins d'impact sur les marchés financiers que lors des premières semaines, des premiers mois. Voilà, ensuite, on va parler du conflit avec le Venezuela. Donc, le Venezuela et les États-Unis, c'est des tensions qui durent maintenant depuis plusieurs années et qui a monté en intensité récemment. Donc, voilà, tout a commencé en 2013-2014 quand Nicolás Maduro, qu'on voit juste ici, est arrivé à la tête du pays. Donc, il faut savoir que géopolitiquement, le Venezuela, c'est un super pays. Alors, ils ont énormément de ressources naturelles, hein, leurs réserves de pétrole, d'ailleurs, c'est à la même échelle que celles de pays comme l'Arabie Saoudite, hein, voilà, c'est énorme, hein, donc ça, c'est les réserves de pétrole connues, hein, donc voilà, peut-être qu'ils en cachent l'Arabie Saoudite, c'est toujours possible, c'est celles qui sont déclarées, mais en tout cas, le Venezuela, c'est quand même
Voilà, c'est la première réserve connue de pétrole. Voilà, c'est complètement fou. Voilà, le Venezuela, c'est un accès direct à la mer. Ils ont une biodiversité qui est magnifique. Ils ont des sols fertiles, ils ont des forêts tropicales. Voilà, ils ont également de l'or, ils ont d'autres métaux. Enfin, c'est un pays en fait qui pourrait être extrêmement riche, qui pourrait être largement le plus riche d'Amérique du Sud, hein, d'ailleurs, mais qui, dû à une corruption qui est particulièrement élevée, a un niveau de vie pour ses habitants qui est dramatique. Voilà, le Venezuela, c'est un cas d'école de comment la corruption elle peut faire effondrer un pays. Voilà, on voit que l'indice de corruption en 2024 c'était à 10, hein, donc c'est le troisième pire pays au monde, hein. Il y a juste la Somalie et le Soudan du Sud qui est derrière. Voilà, même la Syrie elle est moins corrompue que le Venezuela. Et on voit que ça a toujours été dans des niveaux similaires, c'est même dégradé largement avec le temps. On a aussi une hyperinflation qui est gigantesque, hein, qui est montée à 63 000% en 2019. Vous imaginez 63 000% d'inflation en une année. Voilà, la monnaie ne vaut plus rien. Voilà, le taux de change. Voilà, on voit qu'en 2019, pour 1 dollar, on peut avoir environ 5 000, 4 000 bolivars vénézuéliens. Et 2-3 ans plus tard, en 2021, on en a 4 millions. Vous imaginez que ça a aucun sens. Et donc là, ensuite, on a eu cette chute, hein, c'est simplement une reconversion de la monnaie. Voilà, le bolivar vénézuélien, pour 4 millions, on l'a fait passer à 400, il me semble, ou 4000, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, ça change rien, on voit que l'inflation, elle a continué. En fait, c'est comme si ça continuait toujours tout droit. C'est juste un changement, on va dire, de cotation. Ils ont supprimé, en fait, des zéros, tout simplement. Donc voilà, c'est complètement dramatique, hein, pour l'économie. Voilà, le PIB vénézuélien depuis 2012, c'est une contraction de 75%. Voilà, en fait, toutes sortes d'événements, que ce soit corruption, inflation, la sortie des talents aussi, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui quittent le pays. Tout ça, en fait, c'est les pires événements pour avoir une économie saine. Et donc, le Venezuela, il les a tous. Le niveau de vie moyen, il est très bas et c'est vraiment un drame pour la population. Donc, du coup, ça fait plusieurs années que le Venezuela, il est sous sanction, hein, notamment américaine. Mais depuis la fin d'année, on a une réelle implication, une implication qui est militaire de la part des États-Unis, qui accuse le régime vénézuélien en fait de participer ou du moins de protéger les trafiquants dans le narcoterrorisme et dans l'exportation de drogue, hein, qui est à destination des États-Unis notamment. Voilà, la drogue qui fait un ravage là-bas d'ailleurs, hein, que ce soit dans les villes américaines. Voilà, les États-Unis sont aussi contre Nicolas Maduro, ses demandent son départ. Et donc, en 2025, on a eu une réelle accélération sur le ciblage notamment des navires de narcotrafiquants, où en fait des missiles, des frappes étaient directement envoyées sur les bateaux afin de détruire ce qu'ils transportaient et l'équipage aussi tout simplement. Et ensuite, qui est encore monté d'un cran avec cette fois un déploiement de la marine américaine vraiment d'une plus grande ampleur, hein, et d'un blocus des pétroliers sous sanction. Voilà, on a notamment le porte-avions USS Gerald Ford. Alors le porte-avions le plus récent des Américains, c'est la toute nouvelle génération de porte-avions qui arrive, qui est en ce moment dans le Caraïbe autour du Venezuela. Voilà, donc les Américains, ils ont déjà aussi intercepté plusieurs pétroliers, hein, ce qui limite énormément l'exportation du pétrole par le Venezuela. Voilà, on voit avec ces images déclassifiées, en fait, les forces spéciales qui se posent directement sur le pétrolier et qui en prennent le contrôle. Donc voilà, ce pétrole qui était à destination essentiellement de la Chine. Il faut savoir qu'il y a toujours eu un lien plus ou moins proche entre le Venezuela et la Chine, hein, parce que la Chine, il y a quelques années en arrière, a prêté plusieurs milliards au Venezuela, et qui a demandé un remboursement en pétrole, hein. C'est pour ça qu'il y a énormément aussi d'exportations de pétrole qui vont en direction de la Chine. Voilà, parce que bien sûr, ils ne voulaient pas de leur monnaie, hein. Voilà, quand on voit que la monnaie elle se dévalue, on ne demande pas un remboursement dans cette monnaie, donc ils ont demandé ça en pétrole. La Russie aussi également avait prêté de l'argent au Venezuela. En tout cas, les deux, la Russie et la Chine, ont dénoncé les actions américaines comme abusives. Bon, la question que l'on peut aussi se poser, c'est est-ce que c'est un hasard que ces actions américaines, elles interviennent au moment où la Chine devient plus active et a justement besoin de pétrole? Voilà, je vous laisse faire votre avis là-dessus. Enfin, pour le moment, il ne devrait pas avoir d'intervention militaire à grande échelle avec un débarquement de troupes américaines sur le sol du Venezuela. Voilà, en tout cas, je pense, c'est mon avis. Car la majorité des Américains ne soutiennent pas ça, ils ne soutiennent pas une intervention au Venezuela. Et le gouvernement, cet avis, ils le prennent en compte. Voilà, il ne faut pas oublier la guerre du Vietnam où il y avait une pression de la population pour arrêter cette guerre. Le soutien de la population dans une intervention armée, c'est un point qui est souvent sous-coté mais qui change de nombreuses choses. Donc, une intervention éclair, bien faite, visant des points stratégiques ou des membres du gouvernement, c'est pas à exclure. Dans tous les cas, l'impact sur le pétrole est limité, car malgré qu'ils ont beaucoup de pétrole, ils en exportent peu, c'est pas du tout au même niveau que d'autres pays comme l'Arabie Saoudite. Mais par contre, une intervention, elle pourrait donner lieu à des représailles, des pressions et des condamnations plus sévères de la part des alliés du Venezuela, comme la Chine ou la Russie. Ensuite, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est également un endroit qui aurait été énormément sous tension cette année, hein, avec plusieurs acteurs en jeu. Alors,
Pour le moment, la situation, elle s'est relativement améliorée, hein, même si les tensions elles sont toujours présentes et que la paix elle reste extrêmement fragile. D'abord, il y a un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, hein, qui est une bonne nouvelle, hein, mais qui reste nettement fragile. Voilà, je souhaite qu'il dure, mais les combats, ils pourraient très bien reprendre. En fait, la situation elle est quand même pas solutionnée complètement. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, ça n'a pas repris, et tant mieux. On a aussi Israël qui continue toujours ses frappes contre le Hezbollah. On a la situation avec l'Iran aussi, qui aurait pu dégénérer dans un conflit bien plus grand, hein. C'était vraiment un moment critique, ça, mais ça s'est aussi plus ou moins calmé, hein. D'ailleurs, ça fait des années que les États-Unis et Israël empêchent l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire, hein. Alors en 2010, on a eu Stuxnet, hein, le virus informatique qui avait réussi à retarder le programme iranien de nombreuses années. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur cet événement, c'est vraiment très intéressant sur les capacités d'espionnage militaire des plus grandes puissances mondiales. Cette année, on a eu un nombre de bombardements, d'assassinats de personnes proches du programme nucléaire énorme, hein. Et puis on a eu également l'opération militaire américaine, justement avec le bombardement de 3 sites nucléaires iraniens, qui a été une opération vraiment titanesque, hein, très complexe, où en fait on avait 7 B-2, hein, donc les B-2 c'est ces avions, ces bombardiers furtifs, un seul avion c'est plusieurs milliards, hein, c'est vraiment des avions incroyables, vraiment à la pointe de la technologie. Et donc ils ont décollé des États-Unis et sont allés bombarder l'Iran. C'était vraiment une opération très critique qui a finalement été réussie. Voilà, en tout cas, depuis la situation, elle s'est quand même améliorée, hein, même si, par exemple, récemment, on a eu des tests balistiques de l'Iran qui ont ravivé les inquiétudes des États-Unis et d'Israël. Alors, la situation, elle reste quand même à surveiller, hein, elle pourrait se redégrader très rapidement, même si pour le moment, on pourrait qualifier la situation de neutre pour les marchés financiers, vu qu'en fait, mis à part une sorte de paix qui est fragile, on n'a pas vraiment d'affrontement très impactant pour les marchés financiers, voilà. Et enfin, pour finir avec les conflits, on a les tensions en mer de Chine, donc avec Taïwan qui est au centre du jeu, bien évidemment. Vous le savez, hein, je suis particulièrement ce conflit, enfin, du moins, ces tensions, hein, pour le moment. On a eu une escalade de tensions récente entre le Japon et la Chine, dont je vous avais parlé dans la section essentielle macro-marché qui est sur le Discord, dû aux déclarations de la première ministre japonaise qui avait déclaré venir aider militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise et qui avait vraiment pas plu à Pékin. On a aussi eu il y a quelques semaines Taïwan qui a distribué à tous les foyers un manuel de survie en cas de catastrophe naturelle ou militaire, hein, comme une intervention chinoise. L'histoire des tensions entre la Chine et Taïwan elle est complexe, hein. Je pourrais revenir en détail dessus si ça vous intéresse, mais en fait concrètement, la Chine elle considère l'île de Taïwan comme une partie de son territoire, comme une province chinoise. Elle voit le gouvernement taïwanais comme une autorité indépendante illégitime. Donc en fait la Chine elle veut reprendre Taïwan. Alors, de façon pacifique en premier lieu, hein, on peut pas bombarder une île et ses habitants et ensuite les faire intégrer le pays comme de rien, ça se passe pas comme ça, il y aurait de gros risques de révolte, hein, ça provoquerait une situation tendue, une situation qui durerait dans le temps, on aurait un déploiement accru de militaires sur l'île pour dissuader une révolte, ce serait vraiment une situation en fait complexe que Pékin veut éviter, c'est pour ça que à plusieurs reprises ils ont proposé à Taïwan l'option d'un pays deux systèmes, comme ils ont fait avec Hong Kong, hein. Vous le savez que Hong Kong c'est plus ou moins indépendant, ça fait partie de la Chine, mais ils ont quand même leur propre gouvernement interne, on va dire, leurs propres règles. Sauf que Taïwan n'a jamais accepté cette offre, hein. D'ailleurs Taïwan, dans le document distribué aux Taïwanais dont je vous parlais, en cas de crise, en fait précisait que si des messages, si des déclarations affirmant que Taïwan s'était rendu, qu'ils avaient accepté la domination chinoise, alors il fallait prendre ces déclarations comme fausses automatiquement. Donc ça limite grandement les chances d'une solution pacifique. Et donc l'option qui reste à la Chine, c'est la voie militaire, la voie de la force, avec en premier lieu des pressions et des intimidations, et c'est ce qu'elle utilise, hein, depuis plusieurs années. On a des exercices militaires et des simulations d'attaque autour de l'île. D'ailleurs, le lundi 29 décembre, on en a eu un nouveau, hein, c'est l'exercice militaire le plus important qu'il y ait jamais eu autour de Taïwan. Donc cet exercice, il est nommé Mission Justice 2025. Alors on parle d'environ 90 avions militaires et une trentaine de navires. Donc ils sont tous engagés dans des manœuvres incluant des tirs réels et sur plusieurs zones autour de l'île, hein, dont certaines qui sont à moins de 50 km des côtes, hein. On voit que là c'est très proche, hein. Alors, on n'a jamais été aussi proche de Taïwan. Donc Taïwan bien sûr est en alerte maximale, hein. Ces exercices ils visent à maintenir la pression sur Taïwan d'une part, à intimider et aussi à démontrer la capacité de la Chine à bloquer l'île du reste du monde. Parce que là ils sont vraiment encerclés en fait.
Alors cet exercice il fait suite à la vente d'armes records des États-Unis à Taïwan, d'un montant d'environ 11 milliards de dollars, qui avait fortement fait réagir Pékin il y a 2 semaines. La marine taïwanaise, elle de son côté, elle a déployé des navires pour faire face aux forces chinoises. Alors voilà, il est peu probable qu'une attaque directe ait lieu, voilà, qu'il y ait des combats entre navires taïwanais et chinois, parce qu'un tel scénario, il déclencherait immédiatement un conflit ouvert. Voilà, la présence navale de Taïwan, elle vise surtout à signaler une capacité de réaction et une posture, on va dire, de dissuasion. En fait, ils se laissent pas faire, tout simplement. Mais voilà, cette démonstration de force, elle intervient aussi après des essais de débarquement de navires chinois en août, qui étaient justement évoqués dans cet article de Reuters, qui est très intéressant, je vous avais partagé aussi. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs bateaux de différentes côtes chinoises qui ont fait un exercice, qui se sont tous retrouvés à un endroit pour, voilà, ensuite on va aller un peu plus vite, mais pour ensuite faire des exercices de débarquement sur plage. On voit que voilà, on voit qu'il y a des sortes de bateaux qui déploient des véhicules, donc là voilà, on en voit aussi également. Il y a voilà, des grosses rampes comme ça. Ouais, c'était vraiment beaucoup de bateaux, des véhicules amphibies. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ouais, voilà, on voit que voilà, c'est des rampes, c'est des bateaux qui sont avec une coque peu profonde pour pouvoir s'approcher au mieux, au plus près. Voilà, il y avait aussi ici un système avec des rampes, voilà, des rampes à rallonge, on va dire, pour déployer le maximum de véhicules, qu'on voit juste ici. Enfin voilà, n'hésitez pas à lire tout l'article, il est vraiment intéressant. Et ces exercices, en fait, ils contribuent aussi à de plus en plus brouiller la frontière entre justement exercice militaire et attaque réelle. Voilà, parce que en cas de conflit, ce type de stratégie, en fait, il pourrait retarder la capacité de riposte de Taïwan et de ses alliés. Voilà, on se demanderait est-ce que c'est encore un énième exercice ou non. Et voilà, la Chine, elle le sait très bien et elle en joue. Parce qu'en cas d'attaque de Taïwan, les États-Unis, ils ont annoncé sous Biden qu'ils défendraient l'île, voilà, qui est une zone en fait stratégique immense pour les États-Unis. Voilà, d'ailleurs, la Chine, depuis quelques mois, on voit qu'elle se réveille. Quand je dis ça, je veux dire qu'elle se montre de plus en plus. Elle a commencé notamment avec son défilé militaire en septembre, voilà, qui était là pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait était une démonstration de force, vraiment, la plus grande qu'elle ait faite tout simplement. Voilà, la Chine avait dévoilé des véhicules, des navires, des avions de dernière génération, voilà, des missiles également. Voilà, toutes sortes de technologies de pointe qu'elle n'avait jamais montrées en public aux autres pays. Je prétendrai pas comprendre ce que pense ou savoir ce que prévoit la Chine, mais voilà, on a quand même une dynamique depuis quelques mois qui vise à montrer la force, à faire pression et à potentiellement dissuader les autres nations, c'est-à-dire montrer au reste du monde que en fait la Chine elle peut se défendre et qu'il vaut mieux de pas se mettre en travers de son chemin. Alors voilà, pour l'instant en tout cas sur Taïwan, la Chine elle est en mode intimidation, mais si ça fonctionne pas, alors une invasion de l'île c'est possible et c'est envisageable pour la Chine. Voilà, ce serait une opération extrêmement complexe, ce serait vraiment pas simple d'envahir Taïwan. Voilà, Taïwan elle est bien défendue, elle a des alliés, mais en plus de ça, Taïwan et la Chine ils sont séparés par une mer qui est agitée. Et pour une invasion à grande échelle, il faut déplacer des milliers de soldats, il faut des véhicules, il faut du matériel, voilà, donc il faudrait énormément de navires. On peut le faire par avion aussi, mais par bateau, c'est quand même bien plus efficace. On a vu que d'ailleurs ils entraînaient pour ça, comme je vous ai montré. Il faut savoir que la mer de Chine, en fait, elle serait plus calme entre mars et mai et septembre et octobre. Voilà, hors de ces créneaux, hors de ces fenêtres, on a de fortes tempêtes, on a une mer qui est agitée, on a la saison des typhons. Voilà, on a tout un tas d'éléments en fait qui faciliteraient pas du tout le déploiement des troupes, et donc ce serait vraiment dans ces fenêtres-là qu'il y aurait plus de chances que la Chine attaque Taïwan. Donc voilà, honnêtement, Taïwan pour le moment, c'est le point le plus critique à l'heure actuelle, en tout cas de mon avis. C'est l'endroit où une guerre, elle peut éclater à tout moment, et une guerre en plus qui aurait des répercussions vraiment énormes sur les marchés. Voilà, Taïwan, c'est le cœur des semi-conducteurs, c'est là où TSMC a ses plus grosses usines, c'est littéralement l'endroit qui crée les ressources indispensables à toute technologie, et donc bien sûr aussi à l'IA, l'IA qui est extrêmement valorisée. Une intervention militaire sur Taïwan, elle ferait trembler les marchés très très fort. Donc pour le moment, on a seulement des provocations chinoises, des exercices, voilà. Donc je classerais ce conflit entre guillemets comme neutre à méfiance, mais énormément de signes en fait montrent que quelque chose pourrait potentiellement se préparer. Alors je l'espère absolument pas, mais c'est un conflit à surveiller également, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle moi je n'ai pas de TSMC en portefeuille depuis de nombreuses années, malgré les performances, voilà. Une entreprise dont 60% de sa capacité de production est à Taïwan, qui est ciblée par la Chine, qui est sous pression depuis tant d'années, en fait, moi ça me donne pas confiance. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont performantes, je préfère pas avoir un risque aussi systémique dans mon portefeuille.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tour d'horizon des éléments centraux susceptibles de driver les marchés en 2026 vous aura été utile. Le RMF complet, dans lequel je passe aussi en revue les perspectives de BlackRock et de Berkshire Hathaway, ainsi que mon analyse personnelle, est disponible sur le Discord, le lien est en description. Je vous souhaite une excellente année 2026, pleine de réussite et de discipline dans votre trading. A très bientôt, ciao.